Et Thomas Ferrier. Je rappelle que les trois personnalités que vous êtes en train de commencer à applaudir alors qu'ils n'ont encore rien fait, hein, que les trois personnalités en question incarnent des perspectives sensiblement différentes quant aux réponses qu'ils apportent à la casse et à la crise sociale. Je rappelle que la règle du jeu entre nous veut que nous nous supportions les uns les autres, veut que nous acceptions qu'il y ait débat entre nous et que la perspective du réseau Identité de Jeune-Bretagne et de l'ensemble des associations présentes est une perspective d'entraide dans le cadre du même camp, c'est-à-dire de se dire qu'il convient que les débats qui ont fait florès à gauche et qui ont permis à cette gauche philosophique, intellectuelle et capitaliste d'occuper finalement le dessus, le devant de la scène, soit remplacé par d'autres formes de débat que nous incarnons. Qui dit débat dit désaccord. Désaccord il va y avoir, et c'est bien ainsi. Première question. La première question que je vais donc soumettre à votre diligente sagacité est celle-ci. Casse sociale il y a, licenciement il y a, chômage il y a. En quelques mots, comment est-ce que chacun d'entre vous peut caractériser la cause, le diagnostic, le constat? Où en sommes-nous? Et puis on verra ensuite où on peut aller et les différentes réponses que vous pouvez apporter. Qui commence? Allez. Bonjour à tous. Donc, moi je représente le PSUN, qui est un tout petit parti politique européiste au sens positif du terme. Donc on va dire européiste identitaire pour assurer ceux qui pourraient se méprendre. Alors sur cette question de la casse sociale, d'abord il faut se souvenir qu'en France, des millions de chômeurs, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, moi depuis que je suis même tout jeune, je me souviens qu'on nous parle de 2-3 millions de chômeurs en France. Alors, la nouveauté, elle est où? C'est que chez les voisins, c'est particulièrement terrible. On voit le cas de la Grèce, on voit le cas de Chypre. Et donc, on se dit que ça peut nous arriver demain. Et il y a des inquiétudes très légitimes. Mais la cause, elle est profonde. C'est-à-dire que l'Europe a vécu, depuis 30 ans, bien au-dessus de ses moyens. Après les 30 glorieuses, on parle des 30 piteuses. Et effectivement, quand on vit au-dessus de ses moyens, il y a un moment donné où il y a un rappel à l'ordre et le compte en banque, il est déficitaire. Alors que ce déficit soit légitime ou pas, il est là. Et il engendre évidemment une casse sociale et l'État qui persécute ses propres concitoyens, c'est-à-dire qu'il leur demande toujours plus, en leur donnant toujours moins, alors même qu'il assure la sécurité d'un certain nombre de gens. Et pour revenir sur le débat posé par Guillaume Fay tout à l'heure, très concrètement, aujourd'hui, la crise sociale, la rigueur qu'on veut faire porter, on va la faire porter sur qui? Bien, sur les gens qui travaillent, sur les retraités, sur les fonctionnaires, et globalement, en fait, sur les Européens de France. Puisqu'il est hors de question, évidemment, de restreindre la moindre aide économique aux populations importées des banlieues, qui sinon se rebelleraient, elles, et mettraient le feu à nos villes. Donc concrètement, par exemple, sur les allocations familiales, récemment, il y a un débat qui a été lancé par le gouvernement disant qu'il faut supprimer les allocations familiales pour les gens dits aisés. Il me semblait qu'il valait mieux faire naître des enfants dans des familles riches que les faire naître dans des familles pauvres. Mais il est vrai qu'il y a un paramètre très important dans cette affaire, c'est qu'effectivement, dans le 9.3, eh bien, les allocations familiales, ça compte. Donc on ne peut pas y toucher. Donc voilà, on peut dire que la casse sociale en France, elle est particulière parce qu'il y a ce poids de l'allogénisation qui est spécifique, ce qui n'est pas le cas de la Grèce, même s'il y a énormément de clandestins, théoriquement ils ne vivent pas avec beaucoup d'aide sociale. Voilà un petit peu le constat primaire, mais il va s'affiner avec le débat et avec les autres participants. Et je confie le micro à Pierre. Merci Thomas. Moi, ça me rajeunit pas parce que quand j'entends Thomas qui dit que quand il était jeune, il a toujours entendu parler de 2 à 3 millions de chômeurs. Moi, j'ai commencé à travailler à 17 ans en 1970 et je viens de bénéficier d'une juste retraite il y a quelques semaines. Et je peux vous dire qu'à cette époque, j'ai beaucoup entendu parler de grève générale. Nous étions 2 ans après la grande grève générale de 68, dont Cohn-Bendit ne parle jamais, qui avait mis dans la rue 10 millions de travailleurs, qui avaient bloqué l'économie du pays et bénéficié d'un rapport de force dont les salariés, en 1970, profitaient. Nous étions à l'époque à 400 000 chômeurs en 1970. Et le fait d'être à 400 000 chômeurs en 1970 changeait totalement le rapport de force entre les salariés et les employeurs. Parce que je peux vous dire que j'étais jeune typographe, nous étions d'une génération où nous pouvions nous permettre, dans une même journée, d'avoir 3 employeurs différents.
C'est-à-dire que l'employeur ne payait pas assez, on traversait la rue, on trouvait une autre imprimerie. On nous parlait mal, il y avait un contremaître qui nous manquait de respect, on prenait une station de métro et on allait trouver une troisième boulot. Ça changeait tout au niveau du rapport de force. Ça changeait tout au niveau d'une convention collective. C'est-à-dire que nous avions une convention collective qui était la même, je vais peut-être lancer un débat, qui était la même en Bretagne, à Lille, qui était la même en Alsace, qui était la même dans le Midi, qui était la même chez les Corses. C'est-à-dire qu'il y avait une unité territoriale des lois et un rapport de force extrêmement favorable. Je peux vous dire que nous bénéficions également d'une échelle mobile des salaires qui était extrêmement avantageuse. Devant ce rapport de force, il est bien évident que ceux qui dirigent le pays, ceux qui dirigent les entreprises, ceux qui ont les capitaux, se sont dit, j'entendais parler des 30 Glorieuses, se sont dit qu'au bout d'un moment, il fallait peut-être que du côté des employeurs et du côté de ceux qui détiennent les richesses, il fallait peut-être inverser le rapport de force. Pour inverser le rapport de force qui était trop favorable aux salariés selon eux, quelles étaient les méthodes? Il y en a eu 3. Ça a été d'abord attaquer la valeur travail et attaquer les salaires en provoquant un chômage de masse, en attaquant des industries comme l'imprimerie, en estimant que la France n'avait pas vocation à faire de la sidérurgie, à faire de la métallurgie, à avoir des mineurs, donc à casser des pans entiers de secteurs de l'industrie. Ça a été de jouer sur une immigration de masse. En période de chômage, une immigration sans intégration et une immigration dont on savait qu'elle aurait 2 buts, c'était d'abord de concurrencer les travailleurs français en tirant les conventions collectives vers le bas, mais c'était aussi de casser des solidarités. C'est-à-dire qu'une immigration communautariste, ce ne sont plus les solidarités sociales. Ce sont les solidarités communautaristes. Un patron préfère avoir des salariés qui demandent de la viande halal que des salariés qui demandent des augmentations de salaire. Et puis, l'arme suprême pour justement inverser le rapport de force capital-travail, ça a naturellement été la mondialisation libérale et son bras armé, l'Union européenne, qui n'a qu'une vocation, c'est marchandiser toute activité humaine et c'est surtout briser le rapport de force qu'avaient les États-nations dans la mondialisation libérale. C'est-à-dire qu'il convenait de casser les États-nations pour mieux permettre de libéraliser l'ensemble des activités humaines, de jouer d'une concurrence libre et non faussée, et donc de tirer les conditions de travail et le rapport de force des salariés vers le bas. Je crois qu'il convient de faire d'abord ce premier verdict avant d'entamer la suite. « 1000 chômeurs par jour il y a un an, 1500 chômeurs aujourd'hui par jour, c'est énorme. Effectivement, il y a une casse sociale à tous les niveaux, que ce soit en France, en Bretagne, en Europe. On parle de la France, on parle de Chypre, on parle de l'Espagne, du Portugal, l'Irlande. Tout le monde y passe. À mes yeux, un des points de départ, c'est la fin du bloc soviétique. Il y avait 2 blocs qui s'affrontaient, 2 blocs forts. Un est tombé, l'autre, un bulldozer, avance, et plus rien ne l'arrête. Tout le monde suit, la lâcheté politique, ils sont tous absolument incapables. Surtout les pseudo-socialistes français, on voit bien voter pour moi président, je ferai ci, moi président, tout va changer. Moi président, il y a 500 chômeurs de plus par jour, c'est absolument dramatique. L'État-providence, comme on en parlait dans la table ronde précédente, effectivement, non, il faut arrêter avec ça. L'État-providence qui met son nez absolument partout, je vous citerai un exemple à Brest, port de commerce. Port en eau profonde, Evergreen, un transporteur taïwanais, le 4e transporteur mondial par conteneur, voulait ouvrir une base avancée à Brest avec 2500 emplois à la clé. La marine, donc l'État, a refusé, fait 2500 chômeurs de plus. Les secteurs de l'industrie en Bretagne ont choisi d'aller aujourd'hui récupérer de la main-d'œuvre dans les dom-toms, d'amener les Réunionnais en Bretagne, les former et leur filer du boulot. C'est bien. Pendant ce temps-là, on enlève quand même les forces vives de la Réunion, on met des Bretons aux chômeurs, et nous, on le refuse. Pour nous, c'est les nôtres avant les autres. Voilà, on a les éléments de la pièce de théâtre qui, somme toute, ont été rassemblés dans cette vaste pièce qui est le camp patriotique, et ça conduit à la question suivante. Je la formulerai de la façon qui suit. Nous disposons en France d'un certain modèle social. Il vaut ce qu'il vaut, il est ce qu'il est. Nous en disposons aujourd'hui. Certains d'entre vous, d'ailleurs, en ont souligné ou les travers ou les bienfaits.
est-ce que ce modèle social, ou est-ce qu'une partie de ce modèle social est sauvable et conservable compte tenu de deux phénomènes de fond qui nous assaillent, ce qu'Hervé Juvin a légitimement appelé le renversement du monde, c'est-à-dire l'émergence considérable d'autres puissances continentales, la Chine, l'Inde, qui viennent aujourd'hui, et les autres, qui viennent aujourd'hui de façon effective, non seulement concurrencer, mais encore dominer le marché international en termes de nombre de produits, voire maintenant de qualité de produits, y compris en Inde, de qualité de cerveau. Autrement dit, l'Europe n'a plus le monopole de la qualité, n'a plus le monopole de l'invention, n'a plus le monopole de la technique, n'a plus le monopole du soin, etc., etc., etc. Voilà la première réalité du monde que nous affrontons au XXIe siècle, et ça nous pousse à répondre ou à tenter de répondre à une question à laquelle, à mon avis, certains d'entre vous, emportés par leur enthousiasme, ont répondu par le XXe siècle ou le XIXe, l'État-nation urbi et torbi et pour toujours. Est-ce que il est envisageable de penser sauver l'emploi français, sauver les ressources humaines, sauver le moral des populations, rétablir un certain nombre d'équilibres sociaux, de justice sociale, casser cette spirale effrayante du chômage et de la désespérance qui existe en France et encore plus dans des pays voisins? Est-ce que c'est envisageable sans protection et lesquelles? Est-ce que ce niveau de protection-là peut être envisagé au simple niveau des États-nations? Autrement dit, est-ce que des nations de 10, 15, 20, 50, voire 60 millions d'habitants peuvent établir à elles toutes seules et penser établir à elles toutes seules un niveau de protection tel qu'ils puissent garantir la survie de l'emploi de ces citoyens en face de puissances qui, elles, ont 1,5 milliard d'hommes et sont en route? Voilà la deuxième question que je souhaitais soumettre au débat. Alors, je vais rebondir sur cette question qui me paraît effectivement essentielle, c'est-à-dire l'échelle pertinente pour l'action et la réaction face à cette attaque qui est menée contre nous. Et je vais prendre l'exemple des Grecs. L'attaque contre la Grèce, elle était inévitable parce que tout le monde savait que les Grecs ne respectaient pas les critères d'adhésion à la zone euro. Mais pour des raisons sentimentales, un peu comme celle de Giscard d'Estaing, qui voulait que la Grèce fasse partie de l'Union européenne parce que c'était la matrice civilisationnelle de notre continent, eh bien, il fallait les faire rentrer. Mais on le savait, les gouvernements savaient tous que les Grecs trichaient. Donc, à partir du moment où les Grecs ont triché en connaissance de cause, on peut même plus dire qu'ils ont triché. C'est-à-dire que c'était accepté. Bon, et le jour où les Américains, parce que ce sont les agences de notation américaines, ont lancé l'attaque contre le maillon faible, eh bien, au lieu de réagir tout de suite, immédiatement, par un bloc commun, on défend les Grecs mordicus, eh bien non, on a cédé, on a laissé les Grecs se faire attaquer. La situation s'est aggravée considérablement, et c'est vraiment au bord du précipice qu'on s'est rendu compte qu'on risquait nous aussi d'être touchés, et que là, la solidarité européenne s'est faite, mais dans les plus mauvaises des conditions. Si on avait réagi immédiatement en tant qu'Européens, on aurait dit « Ah, les Américains, on vous voit venir, donc maintenant vous remballez ». Et les Chinois qui veulent racheter le Pirée, eh ben vous remballez aussi. Et Lakshmi Mittal qui veut faire ce qu'il veut en Europe, eh bien il remballe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en face de ces grands capitalistes, il n'y a personne. Parce que l'Union européenne, tout à l'heure, j'entendais dire qu'elle renforçait son pouvoir. Mais bien sûr que non, c'est un nain politique. Elle est créée par les États pour faire passer toutes les mauvaises réformes qu'eux veulent faire. Donc moi, si je dois dénoncer un ennemi aujourd'hui des Français, des Européens de France et des Européens tout court, eh bien c'est les États-nations justement, parce qu'ils sont pervertis et qu'il n'y a pas pire que quelque chose de dévoyé. L'État français est un État dévoyé, c'est un État qui n'a comme seule capacité que de naturaliser le maximum d'Africains depuis 20 à 30 ans. C'est un État qui nous met des péages sur les autoroutes, etc. Et ce n'est pas l'Union européenne qui crée tout ça. L'Union européenne, c'est le bouc émissaire. Monsieur Moscovici va cracher sur le dos des Grecs. Il va faire ça avec qui? Avec ses amis allemands, espagnols, etc., tous les ministres, le club. Et donc ils se réunissent, ça s'appelle le Conseil de l'Union européenne. Et entre ministres, ils disent « Ah bah, les Chypriotes, il faut qu'ils payent ». Et après, Moscovici à la télé dit « Oh, c'est pas moi, hein, j'ai rien fait, hein, j'ai rien décidé, c'est la faute de l'Union européenne, elle est méchante. » Voilà, le Parti socialiste est totalement europhobe. C'est lui qui dit qu'il ne respecte pas les 3%. C'est pas le Front National qui dit qu'il ne faut pas respecter les 3%, c'est M. Hollande. M. Hollande n'est absolument pas europhile. Et Cohn-Bendit, tout à l'heure j'entendais ça, et Verhofstadt, vous croyez qu'ils sont europhiles? Être europhile, ça veut dire quoi? Ça veut dire défendre l'Europe, certes, ça veut dire défendre les Européens, c'est-à-dire les indigènes d'Europe. C'est ça, être européen. Et là, il faut arrêter de s'imaginer que c'est autre chose. Donc en Grèce, on combat. On combat contre les capitalistes en Grèce et on combat contre les capitalistes à Paris, à Londres, à Moscou. Les Anglais n'ont pas l'euro. Pourtant, ils subissent la rigueur de la même façon. L'Islande a connu une grave crise, elle n'a pas l'euro. Donc il faut arrêter d'accuser l'euro. Que l'euro n'ait pas été piloté politiquement, qu'il n'y ait pas un gouvernement européen derrière pour dire l'euro, on va en faire un instrument de puissance, oui, c'est un problème. Oui, il fallait faire l'État européen avant de faire la monnaie européenne. Eh bien, l'État européen, c'est la réponse politique à la crise, parce que c'est pas 60 millions de Français, dont 15 millions qui n'ont rien à faire chez nous, qui vont nous sauver.
Hein. C'est pas ça qui va résister, c'est pas les dom-toms qui nous sont un puits financier terrible. C'est simplement cela qu'il faut dire. Alors, si on fait la rigueur, oui, on va faire la rigueur, mais on va faire payer aux importés, on va la faire payer aux dom-toms, alors les lourdans, on va le faire payer à tous ces parasites qui nous exploitent et qui nous volent. Et c'est ça, faire l'État européen, ça veut dire que demain, il n'y a plus d'histoire de naturalisé, il n'y a pas de préférence nationale. Je vais vous dire un truc, ça va vous choquer peut-être certains. La préférence nationale, c'est quoi? C'est favoriser le naturalisé allogène à l'allemand ou l'italien. Et bien moi, je préfère favoriser en France un allemand à un naturalisé importé, même s'il a la carte de la cité française. C'est ça, être européen, c'est ça, défendre l'Europe contre la casse sociale, parce que la casse sociale, c'est une guerre qui est menée contre l'Europe et contre les Européens. C'est notre destruction qui est visée, et c'est la destruction économique là qu'on fait. Il y a destruction ethnique, vous la voyez tous les jours dans les banlieues, et ça, les deux sont liés. Donc notre combat, il est pour une Europe européenne, une Europe unie, certes, avec un État européen pilote, qui pourrait être fort comme Casa Pound. Et c'est ça, l'État français, c'est l'ennemi. L'État français doit disparaître, l'État allemand aussi, il faut le dire. Merkel, Hollande, un grand coup de pied au cul, et dehors. Bon, le deuxième acte commence à s'animer. Alors, je crois que c'est important de parler de c'est quoi notre définition du modèle social français, pour bien voir si on parle tous de la même chose. J'ai parlé tout à l'heure, moi, des conventions collectives, des acquis des salariés. Je veux bien parler également des services publics. Les services publics qui, pour moi, sont un système égalitaire qui permet que la personne qui habite dans le centre-ville touche exactement, paye par exemple la même somme, son timbre, que celui qui va habiter à 50 km, qui permet que le kilowattheure soit payé exactement d'une somme égale, que vous habitiez dans une région favorable ou dans une région privilégiée ou dans une région défavorisée, qui permet que l'eau soit payée normalement le même prix, le mètre cube, sauf que l'eau aujourd'hui est privatisée, ça vaudrait le coup d'y revenir, qui permettait, et moi je trouve que nous devons être très fiers, je parlais des 30 glorieuses, qui permettait à un système laïque scolaire de permettre à des enfants d'ouvriers entre les années 1945 et les années 1980 de bénéficier d'un ascenseur social qui permettait que nous ayons un système de santé qui faisait l'admiration de tous, y compris des Anglais qui nous crachent dessus, mais qui viennent se soigner quand même en France. Je trouve quand même qu'il n'est pas inintéressant, à une époque où on a tendance à cracher assez rapidement sur la France, et mon cher Thomas a estimé que nous avons vécu au-dessus de nos moyens. Qui a vécu au-dessus de ses moyens? Le salarié de chez Renault? Le postier, le cheminot, lui, il a vécu au-dessus de ses moyens. Je te souhaite bien du plaisir. Allez expliquer ça. Alors maintenant, effectivement, la casse de cet État est délibérément voulue par les oligarchies financières et qui, notamment en utilisant une immigration de masse, ont mis en l'air absolument tous les systèmes sociaux solidaires qui existaient. Si l'école de la République se casse la figure aujourd'hui, c'est pas seulement à cause des crétins gauchistes qui l'animent, c'est également parce que dans des écoles, vous ne pouvez plus transmettre un savoir, parce qu'un cours qui s'est bien déroulé, vous estimez que c'est quand le prof s'est pas fait traiter 10 fois d'enculé. Par exemple. Donc, qui casse les systèmes solidaires? Qui est responsable aujourd'hui du mal-vivre? Qui fait que les logements sociaux aujourd'hui ne sont plus pour les Français, ne sont plus pour les Bretons, mais sont pour des populations venues d'ailleurs? Qui fait que, alors qu'aujourd'hui, les travailleurs, les salariés se voient rogner sur leur sécurité sociale, sur les mutuelles et tout, pendant ce temps-là, on soigne gratuitement des personnes en situation irrégulière? Qui fait ça? C'est pas le modèle social français. C'est justement ceux qui, sous la direction de l'Union européenne, nous imposent une immigration. C'est ceux qui nous empêchent tout contrôle de notre main-d'œuvre. C'est ceux qui nous empêchent de renvoyer toute personne en situation irrégulière sur son territoire et qui nous obligent à le garder. Faut pas se tromper d'adversaire. Faut pas se tromper d'adversaire et faut pas se tromper de diagnostic. Je vous invite à réfléchir. Nous avions aujourd'hui, dans ce pays, jusque dans les années 1980, tout ce qu'il fallait pour être heureux. Je vous invite à réfléchir, et je vous invite à lire ce livre, je vais faire un peu la promo, puisque Philippe l'a pas faite, hein, Reconquista ou Mort de l'Europe. Je vous invite à réfléchir. Nous sommes aujourd'hui, en France, le pays qui compte le plus de population musulmane. Nous avons 8 millions
de population musulmane selon Gourevitch, selon le démographe Jean-Paul Gourevitch. Je vous invite à vous interroger. Cette montée de l'islam, elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue par une importation massive qui a consisté à casser toutes les solidarités sociales et surtout l'unité du peuple de France. Et moi, je vous invite à vous interroger face à tout cela. Est-ce que vous croyez réellement que c'est l'Union européenne qui veut casser les États-nations et supprimer les États-nations et passer de l'État-région à l'Union Europe qui va vous défendre, qui va défendre les acquis sociaux, qui va défendre les salariés, qui va défendre les retraités? Bien évidemment que non. Jouer sur l'Union européenne, c'est jouer sur les fossoyeurs de la France.